Bonsoir, bienvenue à ce Stammtisch ésotérique. Je ne sais pas, numéro 12021. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu complexe qui sont les animaux totems ou les animaux guides. Dans la spiritualité, l'animal a toujours eu une place importante dans les spiritualités et on va voir la façon la meilleure dont on peut aborder cette histoire d'animaux dans une spiritualité plus occidentale. Donc je vais commencer par vous présenter mes animaux totems à moi. Et voilà Sam. Bonjour Tam. Ouh. Ça c'est un animal totem. Et il y a Choubiz. Bonjour Ondine. Et hop. Et Dean, et voilà, qui adore être porté. On va pas le torturer plus longtemps. Oui, mouche-toi sur moi, c'est une bonne idée. Donc on va parler de ce problème d'animal totem, de définition de l'animal dans nos spiritualités. On va essayer de défricher un peu le terrain, en dehors aussi des appropriations culturelles. Je dis bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Vous avez raté Dean et Sam. Dean est toujours là. Voilà Dean. Je pense qu'il a quelque chose à dire. Il va sûrement parler à un moment ou roucouler. Ça va Dean ? Et si vous entendez crier au loin, c'est que mon voisin militaire a invité plein de potes et ils sont en train de jouer aux boules. Donc voilà, ça fait un peu de bruit et j'ai la fenêtre un peu ouverte. Ou ça peut être ma mère qui a tendance à parler un peu fort aussi. Donc voilà. Donc pour les animaux totems, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, c'est ce que moi j'appelle un terme valise aujourd'hui, comme le mot chaman, c'est-à-dire qu'ils sont mal utilisés, mais tout le monde les comprend. Et pourtant, ils sont aussi mal compris du coup. Et ils sont compris dans ce qu'ils veulent dire, mais mal compris dans le fond. Alors, il existe beaucoup de mots comme ça, qui sont devenus des mots valises en spiritualité. Il en existe beaucoup. Et l'animal totem en fait partie, chaman en fait partie. Si on creuse plus loin, on se rend compte que c'est des mots, salut Mélusine, que ce sont des mots qui ont été amenés par le néo-paganisme, par le New Age, par des écrits comme ceux de Castaneda, etc. Ah, tu es dans le bus, tu le verras en replay. Bon bus alors, Mélusine. C'est bien, on me regarde même dans les bus, c'est bien. Et donc, la première fois qu'en français on utilise le terme, c'est en 1609, et c'est pas tout à fait totem, c'est aoutem. Ça arrive qu'on ait des organisations fabuleuses aujourd'hui. Donc c'est une représentation souvent en tout cas chez les natifs américains, puisque ce mot vient des natifs américains, pas seulement du règne animal, mais aussi du règne végétal, voire du règne plus fabuleux, le Thunderbird, est souvent l'oiseau tonnerre, est souvent représenté sur les totems. En fait, les totems sont souvent en fait des poteaux, ce qu'on appelle des totem poles, et qui représentent, qui sont des sortes de blasons d'une famille, d'un clan, et on va représenter des animaux, des végétaux qui ont des symboles forts et un attachement profond, un lien profond avec la famille ou le clan. Donc ça sert d'emblème, c'est pour ça que souvent ils sont devant, à l'entrée, qu'ils doivent être bien réfléchis, c'est pour ça que chacun n'a pas le même totem pôle, le même mât totémique. Et donc nous on a extrapolé ce mot qui en fait désigne presque un truc architectural,
un morceau d'architecture. Au revoir Dean, s'il faut éviter de tout bousculer en partant. Donc, ah non, je sais ce qu'il veut. Excusez-moi. Hop. Non. Eh ben, c'est pas ce qu'il veut. Donc, ça venait de Ottoman. Et ça veut dire sa famille, son clan. Donc, c'est pas... Alors, on peut le dire en français, mais je vois pas l'intérêt de transposer ce mot dans nos cultures. On va voir pourquoi je pense que totem est mal choisi chez nous, dans les pays occidentaux, et pourquoi déjà animal totem. Alors, je l'avais déjà expliqué dans une plus courte vidéo il y a très très longtemps. Le fait que sur ces représentations totémiques qui sont propres aux natifs américains et qui sont vraiment ancrées dans la spiritualité qui est souvent très animiste des natifs américains, il y a vraiment un lien qui leur est propre. Et nous, le transférer chez nous me paraît déjà être une appropriation culturelle et spirituelle. Et chez nous, on va voir que les traditions sont à la fois proches et différentes. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc les totems de natifs américains peuvent montrer des événements mythologiques, ils peuvent montrer des expériences qu'ont vécues les ancêtres, ils peuvent montrer aussi des épisodes de la vie actuelle, parce que nous on fixe souvent sur le fait qu'il y ait des animaux, mais il n'y a pas que des animaux. J'ai une amie qui a appris à sculpter des totems avec une tribu nord-américaine, et on se rend compte que c'est une histoire qui se raconte sur un totem. Ce n'est pas juste un animal totem, c'est une histoire, comme nous on peut faire des fresques dans les églises, comme on a pu faire des tapisseries comme Bayeux où on raconte des événements. Le totem, il faut le voir comme ça, un peu comme la colonne Trajan aussi, qui racontait la guerre des Romains contre Carthage, il me semble, si je raconte pas de bêtises, Trajan c'est loin. En tout cas, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement narratif. Donc, dire qu'un animal est totem est un peu un contresens. Un animal seul peut avoir une symbolique, mais ce n'est pas une narration de quelque chose. Donc cette histoire d'animal totem a été beaucoup ramenée par les gens du New Age qui ont étudié le chamanisme. Je ne reviendrai pas sur le mot chaman, hein, qui est donc ce mot valise, mais au moins vous comprenez de quoi je parle. Donc voilà, qui ont étudié ça souvent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, souvent plus quand même en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. C'est vrai qu'il y a une sorte de négation parfois de la spiritualité nord-américaine. On parle souvent des natifs américains, mais en fait, dans le New Age, quand on parle de chamanisme, bizarrement, on va surtout parler du chamanisme sud-américain. Donc c'est très complexe, sans oublier que les traditions nord-américaines sont toujours aujourd'hui mal vues. Les tribus natives ne peuvent toujours pas vivre pleinement leur culture, ou difficilement, et ça en fait, c'est un vrai problème. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Donc on parle des animaux totems, la symbolique des animaux, et donc j'expliquais pourquoi choisir le terme d'animal totem n'est pas toujours le bon mot, même si tout le monde le comprend et que c'est un mot valide. Alors bien sûr, suivant les tribus, vous allez avoir des totems qui seront différents, des animaux différents, et ça vient tout simplement de la spiritualité. Chaque tribu a sa spiritualité, a un attachement plus fort qu'un autre au bison ou à un autre animal, un serpent, un corbeau. Ça va dépendre aussi de son placement géographique. Ceux du sud
de l'Amérique du Nord ne vont pas avoir les mêmes animaux ou les mêmes végétaux représentés que ceux du Nord. Donc on retrouve ces pratiques de totem dans d'autres pays, en Afrique, en Polynésie. Donc ce sont vraiment des choses très spirituelles et qui ont vraiment rapport avec la famille. Donc nous, on a vidé ça un peu de son sens en amenant l'animal totem et le chamanisme en même temps, à peu près dans les années 70. J'ai oublié le nom du gars. En tout cas, il y a Castaneda aussi. Donc tout ça, on a occidentalisé ça. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, c'est toujours compliqué d'en parler sans aller voir sur place, parce que toutes les réflexions qu'on peut avoir dessus sont très occidentalisées. Donc il faut ne pas toujours occidentaliser toutes les connaissances qu'on peut avoir. On devient un peu comme les Romains. Alors, si vous voyez mon air étonné, c'est parce que mon chat est en train de jouer avec une ficelle. Il ne joue jamais avec rien. Voilà, c'est ma... Ça va, Dim? Super, il va très bien. Donc en Australie aussi, vous pouvez trouver des types de totems et on retrouve en fait l'animal tutélaire. Et l'animal tutélaire, c'est plus juste déjà que l'animal totem. Qu'est-ce qu'un animal tutélaire? Alors dans certaines tribus natives américaines ou certaines tribus africaines ou certaines tribus sud-américaines, chaque adolescent va devoir passer une sorte d'épreuve pour devenir adulte. Et parfois, ça se fait face à un animal, peut-être beaucoup moins maintenant que ça a été beaucoup occidentalisé, parce que nous avons fait perdre à ces peuples une partie de leur spiritualité, une partie de leur tradition, en essayant d'imposer déjà, le christianisme, et ensuite nos propres visions du monde. Donc il ne faut jamais oublier qu'ils ont eux-mêmes perdu des choses, et comme dans beaucoup de peuples, on n'écrit pas. Quand les anciens meurent, les ancêtres, on perd chaque fois des morceaux d'histoire, des morceaux de spiritualité, et donc certes, certains ont écrit dessus, des anthropologues ont pu écrire dessus, des historiens, mais ce sera toujours avec une vue occidentale. Donc il faut toujours se dire que quand on lit quelque chose sur des pratiques spirituelles qui viennent d'ailleurs, qui viennent de pays comme l'Afrique, l'Amérique du Sud ou des natifs américains, ce sera toujours avec le prisme occidental. Et c'est très important de s'en souvenir. Et le fait aussi qu'on a fait beaucoup de mal à ces spiritualités. Donc quand on a commencé à envahir, par exemple, l'Amérique du Nord, il est pratiquement certain que beaucoup de choses ont été perdues déjà à l'époque et que là, personne n'était là pour écrire. Il n'y avait pas encore d'anthropologues, on cherchait à conquérir une terre qui n'était pas la nôtre, et donc on ne prenait pas note. Les Romains prenaient plus de notes que nous quand ils arrivaient dans un monde à l'époque que nous. Nous, on a fait beaucoup détruire. On a beaucoup tué, même parfois de façon indirecte avec des virus. Les virus, déjà à l'époque, une âme bactériologique, mais pas de notre fait. Le fait que d'un continent à l'autre, il n'y ait pas les mêmes immunités, croisées ou pas. Donc c'est très intéressant et très triste aussi. Donc ces pays, en Australie aussi, je ne compte pas le nombre de choses qui ont dû être perdues par la présence de l'homme blanc, par cette espèce de refus en fait d'apprendre de l'autre au lieu d'essayer, au lieu d'apprendre, nous au lieu d'apprendre, on préfère détruire, donc c'est toujours stupide. Et donc en plus, quand on essaye d'apprendre, on ramène tout chez nous et on essaye de transformer ça à notre convenance. C'est pour ça que les animaux totems, c'est toujours compliqué de les utiliser parce que, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment
ce qu'on utilise, c'est juste un mot valise pour dire un animal tutélaire. On ne sait pas trop, même quand je vois des oracles autour des animaux, on ne sait pas trop. Ils sont guides, ils sont tutélaires, où ils se situent, c'est très complexe. Alors, du coup, ce que j'apprécie en ce moment par contre, c'est que de plus en plus quand un oracle sort autour des animaux, je remarque qu'on utilise beaucoup moins les termes d'animaux totems. On va parler d'animaux symboliques. J'ai vu animaux guides, il me semble. Mais on perd de plus en plus cette notion totem. Et ça, c'est une évolution positive. Donc, par contre, l'animal est très présent dans la magie. Et ça, que ce soit en Europe ou ailleurs, l'animal a une importance dans la magie, mais pas toujours de la manière dont on le pense, et pas toujours de façon totémique. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. En Europe, on verra la question de l'Europe. Oui, il y aura normalement un replay, sauf si je le plante et que je fais une merde technique, mais normalement, il y a un replay. Il y en aura normalement même 2, puisque des fois je double aussi sur YouTube. Donc, dans toutes les magies ont toutes commencé par des formes de chamanisme. C'est-à-dire qu'avant d'être des magies construites, c'était des spiritualités en développement, d'abord animistes, d'où la présence des végétaux et des animaux dans nos religions, dans nos spiritualités. C'est tout simplement parce que c'est une évolution, c'est un reste, c'est une ruine de nos primo-religions qui étaient animistes. Donc, et certaines spiritualités aujourd'hui le sont restées plus que les nôtres occidentales, qui ont été beaucoup aussi, après, je pense à la mythologie nordique, retravaillée, relue, avec une espèce de relecture chrétienne après, une relecture par le prisme, par différents prismes et évolution de la société. Donc, alors que dans d'autres sociétés, on est resté à quelque chose de plus pur au niveau religieux, spirituel. Pas religieux, plutôt spirituel que religieux. Donc il y avait ces liens de passage de jeunes gens qui, pour passer à l'âge adulte, devaient se confronter à un animal ou tuer un animal. Ça se faisait beaucoup. Et c'était ce qui les liait à leur animal tutélaire. Ça pouvait être un lion, un ours, souvent des animaux quand même relativement puissants, si c'est un animal tutélaire, il va devoir donner sa puissance à l'humain. Et donc l'humain le respecte, on le tue mais on le respecte. Il faut toujours se dire que dans ces sociétés-là, il y a une différence assez fondamentale, c'est que l'animal, même si on le tue, déjà on le tuait pour manger, et donc on le remerciait, et ensuite on va le tuer aussi avec beaucoup de respect parce qu'on le considère vraiment comme un être vivant, et pas juste comme un animal qui n'a pas d'âme, qui est juste une bête, enfin un petit sac d'os quoi, avec du poil autour. Et donc il y a beaucoup de respect pour ces sociétés-là, plus tournées vers l'animisme, pour l'animal et même pour le végétal, même parfois pour les montagnes, pour les rochers, pour tout ce qui entoure. La nature en fait a une fonction primordiale dans ces religions. Donc un animal totem ou tutélaire n'est pas à prendre à la légère dans ces tribus. Chez les natifs américains, on fait des danses qui vont représenter l'animal, et c'est pas un animal totem, c'est un animal tutélaire, puisque comme je vous l'ai expliqué, totem c'est plutôt un élément architectural. Donc il y a vraiment quelque chose chez nous qu'on a perdu. En Afrique, on le retrouve aussi. Les gens en transe deviennent des animaux. Chez nous, ça s'est perdu. Alors chez nous, en Europe, aujourd'hui dans le néopaganisme, il y a la seidr, donc la magie qui est liée à la mythologie nordique. Et par analogie, je vais la lier à la pratique Sam, des Samis.
donc du peuple Sam, qui ont, même si eux aussi ont énormément perdu de leur tradition, probablement beaucoup de choses ont été perdues à l'arrivée des chrétiens dans les régions les plus reculées du nord, où vivent les Sams. Il reste quand même une partie rituelle et chez les Noaïdi, donc les chamans Sam, qui par analogie peut être considérés comme des vestiges encore de ce qu'a pu être une forme de travail avec les animaux et avec la nature dans nos contrées occidentales. Donc il y a très longtemps, avant le christianisme. Donc la religion Sam est probablement un des derniers vestiges aujourd'hui en Europe de ce qu'a pu être une religion, une spiritualité tournée vers le chamanisme. Alors le chaman Sam s'appelle un Noaïdi et il chante le Johi qui rentre en transe. Dans la Seydre, donc qui est la religion, la spiritualité néo-païenne, la magie néo-païenne issue de la mythologie nordique, dans la Seydre, il y a de la transe et on fait du tambour, comme chez les Sams. Donc on voit l'analogie déjà, on interroge les nornes, on interroge les dieux, le tambour, le son du tambour fait rentrer en transe, c'est le son, on appelle ça le cheval. Par exemple, on peut, je ferai une fois un truc plus long sur Sleipnir, mais Sleipnir, en fait, c'est le cheval qui court et c'est le tambour. Une fois, je vous parlerai plus longuement de Sleipnir parce que pour beaucoup, c'est juste le cheval d'Odin, mais c'est beaucoup plus complexe, en fait, Sleipnir, que juste un cheval à 8 pattes qui court vite. Et qui a inspiré le cheval de Gandalf aussi. Donc, dans la Seydre, on a cette transformation on va échanger le amr, la substance qui nous fait notre corps, avec celui d'un animal. Donc on retrouve ici des pratiques qu'on peut trouver effectivement en Afrique, qu'on peut trouver en Amérique du Sud ou du Nord, des pratiques effectivement de transe où soit on visualise, on a une vision et on se transforme à travers la vision en animal, soit on pense vraiment qu'on devient un animal. Certains Noaïdi ou certains chamans dans les contrées plus russes, qui ne sont pas Sam, là aussi on retrouve aussi des traces de religion occidentale, encore qu'on approche de plus en plus vers l'extrême-orient, etc. Donc on avance dans le mélange. Donc il y a quand même ces notions de transformation, on les retrouve partout. C'est une transformation qui est bien sûr pas réelle, encore que chez les natifs américains, elle peut être considérée comme réelle. Il y a les dogman, par exemple. Mon meilleur ami me parle souvent des dogman. Alors, les dogman pourraient être des gens qui se transforment en animal, vraiment. Au Japon, on raconte que certaines personnes peuvent se transformer en chat. Ah, c'est trop mignon! J'aimerais bien me transformer en chat. Donc on raconte que du coup, ce sont des humains particuliers. Il y a un manga là-dessus qui s'appelle Shiori et Shimiko et il y a une histoire qui tourne autour. C'est un mélange de surréalisme et de spiritualité japonaise. Et donc c'est un manga très intéressant pour ça. Et c'est là que j'ai appris cette histoire de gens qu'on soupçonne de se transformer en chat ou de chats qu'on soupçonne pouvoir être des humains à certains moments du jour ou de la nuit. Et souvent ils sont autour des temples et ce sont des gardiens. Et donc pour communiquer, ils peuvent prendre des formes différentes. Il y a aussi le renard à 9 queues dont j'ai oublié le nom chez les Japonais qui peut se transformer en humain. Donc on voit que ces transformations entre l'homme et l'animal existent depuis longtemps. Merci. Donc chez nous, en fait, dans nos régions occidentales, si on fait par analogie avec les Sams, vu que c'est
notre vestige, le chamanisme aujourd'hui, qu'ils ont réussi à garder quand même quelques traditions pour nos régions occidentales. C'est quand même le voyage spirituel. Donc le voyage spirituel dans lequel on va se transformer en animal. Alors, il ne faut pas toujours s'imaginer qu'on va se transformer en un animal extraordinaire. Hein. On peut être un chat, on peut être un cerf, mais on peut être aussi des animaux beaucoup plus petits, moins nobles. C'est un peu... Alors, une autre analogie intéressante, c'est dans Harry Potter, par exemple. Quand ils font les patronomes, on peut considérer presque que c'est presque une référence à ces pratiques d'animaux tutélaires, puisque souvent ce sont des animaux, tout le monde, ceux qui connaissent Harry Potter se souviennent de la biche de Severus Rogue, Always, vous pouvez verser votre petite larme. Donc il y a quand même dans la magie, l'animal tutélaire a une importance, que ce soit dans la magie racontée dans les livres, romancée, ou la magie pratique aujourd'hui. Chez les Sam, on va peindre ces animaux, chaque Noaïdi, donc chaque chaman Sam, a ses propres animaux tutélaires. C'est ce qui lui permet de passer d'un monde à l'autre. Et souvent, ils sont peints sur les tambours. Ils sont très codifiés, les tambours Sam. Soit ils sont en croix, soit en tripartite. Et donc, vous pouvez retrouver les animaux. Et parfois, on les représente avec des bateaux ou des skis. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est tout simplement ce qui va... C'est l'instrument qui permet d'aller d'un monde à l'autre. Donc, et du coup, il peut voyager dans l'autre monde sous forme d'animal. Donc, et c'est le tambour qui va faire ça. Alors chez les Sam, par exemple, peut être aussi une baleine, c'est normal. Ils habitent aussi des régions où la baleine nage, enfin nageait, parce que hélas, on l'a aussi beaucoup chassée. Donc voilà. Donc nous, on a fait beaucoup détruire ces traditions. Donc aujourd'hui, on est en fait que sur des vestiges et des souvenirs de ces traditions avec l'animal. Ça a évolué après avec ce qu'on appelle les génies familiers. Une fois que le christianisme est arrivé, qu'on a un peu tué tout ce qui pouvait ressembler à du chamanisme, et donc qui était considéré, la transe était considérée comme quelque chose de diabolique, et quelque chose qu'il ne fallait pas pratiquer parce que on perd donc la notion de son propre corps. Après, il y a des gens qui vous racontent qu'ils étaient des animaux dans leur vision, c'est très bizarre, ça passe pas du tout. Donc ça va se transformer avec la magie. C'est pour ça qu'on va retrouver ça dans la chasse aux sorcières. Tout simplement parce que la transformation en animal est quelque chose de mal vu. C'est quelque chose que seuls les gens qui font commerce avec le démon, avec le diable, peuvent faire. Et donc c'est pour ça que souvent, du coup, ça va être des animaux comme des animaux nocturnes, comme le hibou, ou des chats noirs, ou des animaux qui ont mauvaise presse. Et ces transformations-là sont donc liées à une pratique magique, mais magie noire, alors que ça vient d'une pratique animiste d'animaux tutélaires. Mais ça a été transformé, remâché, recraché. Et aujourd'hui, c'est un problème avec la mondialisation, c'est qu'on va avaler, mâcher et recracher des choses donc, qui ne seront pas toujours très justes. C'est pour ça que quand vous travaillez avec des animaux, essayez de les voir plutôt là, pour le coup, comme un symbole. Un animal aujourd'hui, je pense que vous pouvez très bien travailler avec les animaux sans parler d'animaux totems, ni guides, ni ombre, je crois que j'ai déjà vu comme terme. Tous ces termes n'ont plus vraiment d'utilité aujourd'hui dans le monde occidental. Par contre, la symbolique des animaux est toujours quelque chose qui est importante. Et là, même dans le christianisme, que ce soit le néopaganisme, le christianisme, vous allez avoir des animaux. Je vais vous prendre un exemple que je connais bien, qui est le cerf, tout simplement parce que j'aime Cernunnos, et vous avez Saint-Hubert.
En fait, Saint-Hubert, c'est le fameux cerf, le Jägermeister, le maître de chasse, et celui qui a le soleil entre les cornes. C'est un dérivé de Cernunnos, là aussi je ferai une fois une vidéo sur Cernunnos, qui s'appelle probablement pas Cernunnos, mais le dieu cerf, le dieu cornu, mais avec la ramure. Et donc ces analogies en fait sont intéressantes, et ces syncrétismes qui se sont faits sont intéressants parce qu'on a gardé l'animal à travers la chrétienté. Tout ce qui a été animaux nobles ont été attribués à des saints, parfois au Christ. Le Christ, on lui attribue par exemple le cerf qui perd ses bois et dont le bois repousse, symbole de résurrection. Donc on voit que la symbolique des animaux... Ah, je ne connaissais pas l'oracle nocturna, faudra que j'aille... je crois que j'ai vu en fait, je sais plus. Donc l'oracle nocturna, c'est intéressant, j'irai voir. Et donc il faut, quand vous travaillez avec les animaux, si vous voulez être plus juste et faire le moins d'appropriation culturelle possible, c'est peut-être de l'utiliser justement pour sa symbolique. Allez voir par exemple le cerf, ce que ça symbolise. Vous verrez que chaque animal a une symbolique très large. Ça peut être une symbolique négative et ça peut aller jusqu'à la symbolique positive. Donc c'est assez intéressant d'aller voir ça. C'est pour ça que je vous dis toujours d'avoir un bon dictionnaire de symboles à la maison. Ou plusieurs parce que ça, des fois ça se recoupe, des fois suivant les dictionnaires ils sont... Le plus complet c'est le de Gerbant. Je prononce probablement très mal ce nom là, qui est aux éditions Bouquins et que vous pouvez trouver en occasion pour 1 ou 2 euros parfois, si vous êtes un peu patient, sur certains sites comme eBay ou même Vinted, qui fait des livres maintenant, et où vous pouvez trouver des petits trésors de lecture. Et vous pouvez, par exemple, si vous avez un oracle, les animaux totems, vous pouvez aller recouper ce qui est dit des cartes avec les symboles. Et vous pouvez même recréer du coup votre propre interprétation de la carte, aussi avec votre ressenti par rapport à l'animal. Ensuite, il y a les problèmes de génie familier, ce qu'on appelle les familiers. Les fameux familiers, certains pensent toujours que ça va être... que c'est tous les animaux. Non, ce n'est pas tous les animaux. Par exemple, Dean n'est pas un familier. C'est un animal familier, mais je veux dire, c'est pas mon familier. Par contre, si vous avez un animal qui apparaît dans votre vie par hasard, vous le trouvez. Il arrive dans votre jardin, il apparaît comme ça. On peut considérer alors que c'est peut-être un familier. C'est ce qui m'est arrivé, moi, avec mon chat Ruby, qui est apparu à un moment de ma vie, et donc qui a passé 8 ans ici avant de mourir, comme si elle avait fini sa mission. Et souvent, un animal, un familier, donc un bon génie, quelqu'un qui vous protège, va disparaître une fois que sa mission est faite. Un peu comme Elliot le dragon, pour ceux qui ont été marqués par Elliot le dragon, comme moi quand j'étais petite. Où Elliot le dragon apparaît à Peter et fait « Oh Peter, je viens t'aider ». Et puis après, il s'en va. Et Peter est tout triste, mais il a réussi sa mission. Et bien, familier va fonctionner un peu comme Elliot le dragon. J'aime bien donner des exemples de pop culture parce que ça permet de mieux comprendre des fois des choses plus complexes, en plus simple. Donc voilà un familier, normalement, c'est comme ça. Par contre, vous pouvez être à l'attachement, ça n'enlève rien à l'attachement à vos chats, vos chiens, vos poules, ça n'enlève rien du tout à cet attachement-là. C'est juste que la fonction d'un familier est de venir à un moment de votre vie parce que vous en aurez besoin et de repartir une fois que vous n'en aurez plus besoin. De même, l'animal tutélaire n'est pas forcément un animal glorieux. Par exemple, si vous rêvez beaucoup de blattes, peut-être que votre animal tutélaire est une blatte. Il n'y a pas honte d'être une blatte. Et peut-être que la blatte a une forte utilité. Le seul animal dont je ne vois pas beaucoup l'utilité, c'est la tique. Mais si vous rêvez de tique, peut-être que vous êtes une tique. Et peut-être que du coup, vous pourrez m'expliquer quelle est l'utilité de la tique, à part d'être chiante, dans la forêt. À la fois pour les bêtes et les humains. Donc, ça peut être un tout petit oiseau, ça peut être un moineau, un truc tout basique.
C'est pas forcément un aigle, c'est pas forcément, je sais pas, une bête extraordinaire. Alors, ça peut éventuellement être un animal plus fantastique, une licorne. Là aussi parce que ça a une symbolique très forte. Les animaux comme la licorne ont une symbolique forte. Non seulement il y a le cheval, mais il y a aussi le fait d'être une licorne. Donc c'est toujours bien d'aller voir. Donc je vous ne souhaite pas quand même d'être une tique. Si vous rêvez de tique, je vous plains parce que je serai un peu traumatisée. Donc, voilà. Vous pouvez être une fourmi. Par exemple, la fourmi, c'est intéressant parce que c'est beaucoup le travail. La fourmi, c'est symbolique de travail, de travailler en coopération, d'interconnexion entre les êtres, de travail en équipe. Donc, si vous êtes une fourmi, peut-être que c'est parce que ça vous caractérise et vous pouvez être fier d'être une fourmi. Une abeille, c'est pareil, il y a toute une symbolique autour de l'abeille. Pourtant, c'est des animaux, on ne les voit pas forcément comme animal tutélaire ou totem. Donc, voilà. Donc, les animaux, aujourd'hui, dans la sorcellerie, ont vraiment leur place, ou dans la magie, plutôt que la sorcellerie. Parce que j'aime pas dire sorcellerie dans le sens où la sorcellerie, c'est ce qui est considéré comme mal, mais toute magie n'est pas mauvaise. Donc c'est mon côté un petit peu carré. Je fais la différence magie, sorcellerie. C'est moi, vous inquiétez pas. Et dans le temps, je crois que c'était Brune de Sèvres qui en parlait récemment, qui parlait des démons, daemons, et qui ont été transformés plus tard en démons, avec les petites cornes, le truc pas gentil venu de Satan ou par légion. C'était souvent des esprits gardiens, les daemons. Et il y a aussi le mailer demon. Ok, j'arrête avec mon humour à la con. Et le mailer demon vous protège et vous rappelle que si vous avez envoyé un mail à quelqu'un qui ne l'a pas reçu, c'est parce que vous avez fait une planture dans l'adresse. Il vous protège en vous disant « Ah, attention, tu as mal envoyé ta... » Comme quoi, le daemon sert à quelque chose. Donc le daemon, c'est un peu comme les domovoi. Alors moi j'ai un petit domovoi ici. Alors, je ne sais pas si on le voit. Voilà, le petit domovoi. Voilà, mon petit domovoi. Je lui donne régulièrement des petits gâteaux. Et il est censé être caché dans la cuisine. Et moi, je lui donne des petits gâteaux pour qu'il soit content. Il aime les choses. Donc ça, c'est pas vraiment du règne animal. Ça va plutôt être plus fantastique, un peu comme la licorne. Et puis, ce genre de bête. Donc voilà pour on a essayé de brosser, j'ai essayé de brosser un peu l'imagerie animale dans toute sa splendeur très rapidement et de façon un peu résumée. Mais pour vous dire que vous pouvez travailler avec les animaux sans utiliser le terme de totem, on va résumer ça comme ça, et vraiment travailler sur la symbolique de l'animal. Du coup, vous pouvez même voir si vous tirez les tarots, vous verrez que sur certaines cartes, il y a des animaux et qu'ils ont leur importance. Et du coup, vous pouvez aller voir pourquoi tel ou tel animal sur une carte. Par exemple, l'espèce de petite bête, on ne sait pas trop si c'est un chat ou un chien sur le fou. Vous pouvez voir, à vous de voir comment vous le considérez, quelle bête c'est à vous de voir, et voir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il peut symboliser. Donc s'interroger, alors j'ai un tarot, hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. J'ai mal aux épaules en plus, alors c'est un peu chiant. Ouah, j'ai réussi à... Donc il y a ce tarot, le oracle animal, ce druide animal oracle, que j'ai pris parce qu'il m'intéressait pas du tout pour le côté druidique évidemment. Voilà, l'écrevisse dans la lune, c'est une bonne idée. C'est c'est pas une bonne idée, c'est un bon exemple. L'écrevisse dans la lune qui est à la fois le crabe, l'écrevisse, parce qu'au Moyen-Âge, on représentait des fois les animaux un peu bizarrement. On pensait plutôt à un crabe.
Et en fait, elle représente souvent les secrets cachés. Et donc, c'est bien aussi d'aller voir ce que les animaux signifiaient aussi au Moyen Âge, par exemple, notamment dans les tarots, puisque c'est à cette époque-là qu'ont été installées vraiment les symboliques plus contemporaines des animaux. Et aussi aller voir, bien sûr, vous pouvez aller voir ailleurs, chez les natifs américains par exemple, voir comment voit par exemple le corbeau. Est-ce qu'il y a des analogies? Est-ce qu'il y a des façons de voir qui se ressemblent? Vous verrez que parfois les vues sont diamétralement différentes sur un animal. Le corbeau est un bon exemple. Chez nous, il est souvent animal de mauvais augure. Dans d'autres peuples, le corbeau est vu vraiment comme un animal de très bon augure. D'ailleurs, en mythologie nordique, il est de très bon augure. C'est quand même les animaux d'Odin. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir aussi en mythologie, et ça vous apprendra beaucoup plus que de rester sur cette idée d'animal totem. Après, vous pouvez créer, si vous voulez, votre animal tutélaire ou votre petit blason tutélaire. Oui, elle peut être cachée dans l'ombre, sous les pierres, et le crabe aussi. Puis il y a le fait que si c'est un crabe, il marche un peu de travers, comme ça. Donc il faut toujours penser à ça. D'ailleurs, quand vous tirez les cartes, un conseil tout simple, c'est si vous avez du mal à lire la carte, c'est pour ça qu'il faut connaître les symboles qui sont dessus, ça vous guidera tout de suite sans avoir à vous référer au livre, ça va devenir quelque chose de plus naturel, en ayant plus une mémoire visuelle, façon de parler. Donc ce jeu, il est pas mal parce que vous pouvez travailler avec, et en ayant des animaux de tout type. Ici, on a une chouette, voilà. Et donc, vous pouvez très bien, avec ce type de jeu autour des animaux, rajouter vos propres explications. Alors ça, je le dis pour presque tous les jeux, hein, que vous pouvez toujours rajouter vos propres explications aux cartes, et c'est quelque chose d'important. Idem, si vous travaillez avec des animaux de façon plus magique, en rituel, essayez toujours de choisir par rapport à votre ressenti, par rapport à vous. Quel est l'animal? Et c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas obligé que ce soit un animal très noble. Ça peut être un animal très simple. Ce qui est intéressant, c'est de travailler, par exemple, si vous avez des chats, s'il vient vous voir, on dit souvent que les esprits sont là. Donc c'est assez drôle. Donc le chien ici, alors je ne sais pas si vous connaissez Druid McTire sur Instagram, mais ce chien il me fait beaucoup penser à son chien. Il est adorable, il est super grand et trop cute. Voilà. Donc avec des jeux comme ça, on peut vraiment travailler aussi en oracle, rajouter ses propres explications, aller voir ce qui signifie dans les religions. Et puis ça vous permettra de travailler avec des choses symboliques, le sanglier aussi. Alors par exemple, le sanglier a différents dieux, il a différentes significations. Pour certains, c'est juste un cochon, pour d'autres, c'est un animal très fort. Donc il faut chaque fois aller voir le lapin qui peut passer entre les mondes. Et donc aller plus vers la symbolique des animaux. Le chat qui n'a pas l'air content, c'est le chat sauvage. En Alsace, on en a encore des comme ça. J'avoue que j'en ai jamais vu, hein, mais je sais qu'on en a encore. Ils ont une tête marrante, rigolote. Alors le livre sur le... Oui, je l'écrirai. Tu parles du dictionnaire des symboles. Je le noterai. Je crois que je l'avais déjà noté dans une autre vidéo, mais je le renoterai ici. Moi, j'en ai plusieurs. De toute façon, je conseille toujours d'avoir plusieurs dictionnaires des symboles et aussi des dictionnaires des superstitions. Je vous donnerai le nom de celui que j'utilise le plus souvent, de dictionnaire des superstitions, parce que les dictionnaires de superstitions sont intéressants dans le sens où ça va se baser sur des fois des choses un peu plus contemporaines, des magies de territoire, de terroir qui sont plus contemporaines. Donc ça vous permet de faire le lien entre le symbole et de voir parfois comment les choses ont évolué dans les superstitions.
à travers les superstitions, les mutations dues aussi à l'évolution des époques. Et tout ça, ils sont en train de se battre sur le lit. Mes animaux totems sont en train de se battre sur mon lit. Ça va, Sam? Non, il est énervé. Donc je vous mettrai les liens. Et puis voilà. Donc vous pouvez aller voir les jeux qui existent en oracle autour des animaux, si ça vous intéresse. Les animaux sont... Moi je les utilise beaucoup en peinture, vraiment comme symbolique de choses, parce que si je choisis un animal, je sais qu'il va pouvoir dire plusieurs choses. Et donc il faut aussi le voir comme ça quand on tire les cartes. Donc un animal peut... J'ai une chauve-souris, ici on la voit pas bien, mais elle symbolise plusieurs choses, outre le fait que je suis goth, et donc une vieille Batcave. Et on peut être aussi une bat full of shame. Ça c'est pour ceux qui regardent What We Do in the Shadow. Je vous conseille pas d'être une bat full of shame. Donc voilà. Donc si vous avez un jeu autour des animaux, je vous conseille de revoir les cartes, accompagné d'un dictionnaire des symboles. Je vous donnerai les plus courants, ceux qu'on trouve le plus facilement et pas cher. Parfois 1 ou 2 euros, si on est un peu patient, on peut faire des bonnes affaires. Donc voilà, moi je suis très seconde main, donc depuis que je suis gamine, je suis très seconde main. C'est la faute de mes parents qui m'emmenaient dans les brocantes. Donc voilà, donc vous trouverez parfois des explications, et des fois même pour mieux comprendre les cartes, au-delà même des animaux ou des végétaux. Voilà. Donc vous pouvez continuer à travailler avec les animaux, essayer de les intégrer de façon plus intelligente, toujours avec beaucoup de respect. Ce n'est pas juste un être que vous pouvez considérer inférieur à vous, non, c'est un être tout court, c'est une âme. On sait que l'homme est capable de même considérer comme un autre homme comme un animal, donc voilà, mais nous sommes, nous, des animaux en fait. Donc en fait, on est tous sur le même pied. Donc un animal, même mon chat, Choubi, Dean, a son âme, son existence, sa vie, il a probablement sa propre spiritualité, qui est parfois probablement très étrange, mais j'aimerais bien la connaître. Mais c'est intéressant. Donc voilà pour ce, j'espère que ça vous a plu. Merci à celles et ceux qui ont suivi. Je vais le mettre en replay, je mettrai les infos sur les livres que j'ai cités. Et puis essayez de moins utiliser donc le mot animal totem et travailler plus sur la symbolique des animaux. Et vous verrez que même en magie, en rituel magique, c'est plus intéressant d'aller vers la symbolique des animaux pour parfois écrire un rituel, parfois écrire une pétition. Ça va être plus intéressant de connaître la symbolique de l'animal que de l'utiliser juste comme un animal tutélaire. Et je me suis... Ah, mais peut-être qu'un jour je viendrai exposer mes peintures chez toi, je ne sais pas. Pour l'instant, je sais que j'expose dans un petit village l'année prochaine, mais en Alsace. Mais peut-être que tu as un rêve visionnaire, un rêve qui va se réaliser. Donc, merci. Et donc, passez une bonne soirée, un bon week-end. La semaine prochaine, il y aura sûrement aussi un live. Je ne sais pas du tout encore sur quoi. Chaque fois que je prévois un truc, je me dis « Ah, maintenant, j'ai envie de traiter d'autres choses. » Donc maintenant, je le dis à la dernière minute. Mais ce sera le jeudi ou le vendredi. Ça aussi, je suis assez instable au niveau des horaires. Plus le lundi, mais le jeudi ou le vendredi. Donc, je le mettrai en story. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il n'existe aucune question bête. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, il y a quelques vidéos aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci pour votre présence. Bon week-end à vous. À très bientôt. Alors maintenant, je vais arriver au truc technique. On va voir si ça marche.